Bienvenue sur la chaîne de Vers de Terre Production. Aujourd'hui, vous nous retrouvez au salon Jardin et il s'agit de notre première participation. Nous y avons été conviés par Pierre-Alexandre Risser d'Horticulture et Jardin dans l'idée de présenter les pratiques de l'agroécologie appliquées au monde du paysage. Ça a été une journée très riche et je vous laisse découvrir la suite de nos entretiens dans les capsules qui suivent. Bonjour, Pierre-Alexandre Risser, jardinier paysagiste. J'ai une formation d'abord agricole. Je fais partie de cette génération qui ont fait un bac des primes. Voilà, et oui, autrefois, dans les années 70-80, il y avait une filière des primes au lycée agricole de la ville de Lyon, dans un village qui s'appelle Misérieux. Donc, je suis des primes à Misérieux. Vous voyez, on est en pleine forme, tout va bien. Plus sérieusement, après, j'ai fait... c'est sérieux, hein. Après, j'ai fait un BTS de production horticole à Antibes. Je suis arrivé à Paris par hasard pour y rester 2 ans. Et ça fait 44 ans que je suis à Paris. Et j'adore faire des jardins là où on les attend pas, en fait. Voilà. Donc, l'entreprise a 40 ans, bien sûr qu'elle a beaucoup évolué. Et si autrefois on avait une clientèle surtout de clients particuliers, aujourd'hui l'entreprise est composée d'un bureau d'études qui travaille sur des grands projets hôteliers, des grands projets pour des grandes maisons, aussi bien en province qu'à l'étranger. On a un bureau d'études qui travaille sur des projets plus, on va dire, Île-de-France, province. Une entreprise qui réalise les jardins, surtout en Île-de-France et de temps en temps en province, et des équipes qui réalisent l'entretien des jardins, parce qu'il est important, quand on crée des jardins, de savoir les entretenir. Et on a une expérience de 40 ans, on a des jardins qu'on entretient depuis 40 ans, et on a le temps de voir ce qui pousse pas, ce qui se passe, et les évolutions, surtout l'évolution, elle est importante. Voilà, et en même temps, comme ça suffit pas, j'ai aussi une pépinière de 2 hectares dans lesquelles on fait plein d'expériences, notamment des expériences en agroécologie. Et comme ça suffit pas, je suis co-créateur et co-réalisateur de l'événement Jardin sur lequel on est, et je fais aussi partie du jury du Carré des jardiniers qui élit le maître jardinier tous les 2 ans. Et voilà. Et après le temps, j'ai encore un peu le temps de vivre, mais bon voilà. Alors cette sensibilité à l'agroécologie, elle a commencé à l'école d'agriculture, hein, avec Dominique Soltner, le Soltner, voilà. Et j'adorais la science du sol, j'adorais la chimie organique. J'ai toujours aimé tout ce qui était de la nature, ce qui montait de la nature, voilà. Et j'ai tout de suite, l'agroécologie, c'est que du bon sens. À Lyon, parce que je suis lyonnais, on dit le bon sens, il court les rues, mais il n'y a jamais personne pour y courir après, voilà. Et pour l'agroécologie, c'est un peu pareil, hein. Donc, comment on intègre l'agroécologie dans nos jardins? Moi, je dis, j'ai une vie avant Marc-André Sello, c'est une vie après Marc-André Sello. C'est-à-dire que quand j'ai découvert son livre sur les microbes jamais seuls, que le titre du chapitre c'est « La vache ne se nourrit pas d'herbe » et qu'on a fait une école agricole et qu'on a fait son premier stage dans une exploitation avec 60 vaches laitières, et qu'on dit que la vache se nourrit pas d'herbe, waouh, là on se dit attends, on va prendre 5 minutes, on respire et on commence à lire le chapitre. Et c'est tellement limpide, c'est tellement simple, si vous voulez. Et cette relation de notre planète et des microbes, on ne la connaît pas. Si on ne comprend pas que notre planète était fabriquée par les microbes, on comprend rien. On dit, les légumineuses, c'est extraordinaire, elles prennent l'azote de l'air, mais elles font rien, les légumineuses. La légumineuse, elle abrite une bactérie qui fait le boulot. Donc, je veux dire, voilà. Pour notre digestion, pour tout ça, c'est pareil. Quand on se rend compte que le microbiote du sol, c'est le même que le nôtre, je veux dire que les ferments lactiques, chez nous, dans le sol, ça fait la même propriété, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc ça, je trouve ça passionnant. Et pour revenir un peu au jardin, en fait, le slogan... sol nu, climat foutu, sol couvert, sol prospère. Voilà, l'évidence, elle est là. De comprendre que un sol nu est la première aberration écologique et la deuxième aberration écologique, c'est le travail du sol. Donc là, mais ce qui est bien avec la nature, avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas
une règle dictatoriale et on applique la règle, on ne sert pas de la case. Moi, ce que j'aime, c'est sortir des cases. Il y a une case, je peux pas rester dans une case, ça me fait chier. Pardon, je dis un gros mot. J'aime sortir des cases, voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est appliquer du bon sens partout, voilà. Et quand on a compris que on doit nourrir le sol, parce qu'il y a 75% de la vie qui est dedans, et que cette vie qui est dans le sol, quand on la nourrit, elle s'occupe du reste. En fait, voilà. Hein, la biodiversité, c'est pas moi qui ai inventé cette définition. Hein, c'est une maison avec un toit, avec un frigo et à manger dedans. Et quand on a une maison avec un toit qui est solide et que dans le frigo il y a à manger, on vit bien, on se reproduit. Si le frigo il est vide et le toit est cassé, on va faire autre chose que se reproduire. Quoi. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc au jardin, pour en revenir au jardin, c'est quoi? Couvert permanent. Donc on met des couvre-sols. On nourrit le sol avec du paillage, ce qu'on taille, on coupe en morceaux, on le jette au sol, si on peut. On a des arbustes et on a des arbres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand j'entends qu'on parle de forêt urbaine, de machin, mais c'est quoi? C'est des arbres qu'on plante avec des arbustes, un couvre-sol et c'est tout simplement. Donc revenons à la base. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on respecte ces principes, le jardin il pousse pas tout seul, c'est pas vrai. La forêt elle peut pousser toute seule, les choses peuvent être, mais non, mais tout est plus simple, tout est plus simple. Eh ben, Céline de Vers de Terre Production, nous c'est la première fois qu'on participe à ce salon Jardin-Jardin. Initialement Vers de Terre Production c'est plutôt pour les producteurs, par et pour les producteurs. Et donc on vient montrer ce qui se fait en termes de pratiques agroécologiques, ce qui marche et ce qui fonctionne bien chez les producteurs, et on le diffuse largement sur YouTube pour que chacun puisse en profiter et que les pratiques agricoles changent largement. C'est le principe. Et alors, de plus en plus, on a de la demande, que ce soit en formation maraîchage ou en formation arbo, de producteurs qui nous disent comment est-ce que je pourrais adapter ces principes pour de l'horticulture. Et donc on s'est dit on va venir travailler avec un horticulteur pour être présent sur ce salon et voir comment est-ce qu'on peut appliquer les principes de l'agroécologie aux paysagistes. Le jardin il est en co-conception entre Vers de Terre Production et le paysagiste c'est Pierre-Alexandre. Nous, on fait du conseil en agronomie et en fertilité des sols avec une approche agroécologique très intégrale. On est venu croiser les savoirs ici, lui de sa connaissance du besoin terrain en paysagiste, et nous de la fertilité des sols, étant donné qu'on a plutôt l'habitude en général de travailler avec des agriculteurs. Ce que vous voyez sur ce jardin, c'est nos concepts de maraîchage sur sol vivant, où on a un sol qui n'est pas travaillé et on veut que toute la fertilité de la plante passe par le sol. Que le sol soit en meilleur équilibre, qu'il soit nourri, qu'il y ait un maximum de biologie dans les sols pour que la plante, pour que niveau pH, oxydation, fertilité, les équilibres soient bons et que donc la plante soit en bonne santé, qu'il n'y ait pas besoin de la traiter ni de la fertiliser. Donc on cherche un peu la circularité et l'autonomie en fertilité. Pour nourrir les sols, on sait que la plante elle a besoin d'azote, on sait aussi que le sol il a besoin de carbone. Il a besoin de matières ligneuses pour nourrir les communautés de champignons, de bactéries, de vers de terre qui, en dégradant toute la matière, vont la mélanger au sol. Donc c'est eux qui font le travail d'enfouissement, vont la mélanger au sol et vont créer des colles bactériennes dans le sol qui va créer de la porosité, qui permet de mieux retenir l'eau, qui va permettre de développer encore plus de communautés bactériennes. Donc, on est sur un système en équilibre qu'on doit nourrir. Et donc là, ce que vous voyez, c'est une nutrition du sol au paillage carboné, broyade déchets verts. On peut aussi le faire avec des paillages plus azotés, tout ce qui va être paille, foin. Là, en l'occurrence, pour du paysagisme, on veut un paillage qui dure longtemps pour qu'il n'y ait pas de désherbage à faire, ou peu. Donc on est sur une grosse épaisseur de paillage et on va arroser, alors pas en surface parce que sinon ça surchauffe et on perd de l'eau et c'est pas efficace, mais par en dessous on va arroser ce paillage pour qu'il soit dégradé et qu'il nourrisse le sol. En fait, souvent ce qu'on fait c'est qu'on a une légère couche de broyat sur lequel on va venir mettre les gouttes à gouttes qui vont ruisseler sur le broyat et on revient mettre du broyat par-dessus pour éviter d'avoir trop d'évaporation. Là par exemple j'évapore beaucoup. Donc ça c'est le premier principe. Ensuite le deuxième principe c'est qu'on veut que la plante capte un maximum de soleil, que les feuilles fassent panneaux solaires et ce faisant elles vont produire l'énergie du sol qui est des sucres et du carbone qui sera envoyé aux communautés bactériennes
qui vont de plus nourrir la plante. Et donc en fait, on veut maximiser la captation du soleil, donc pour ce cercle vertueux pour la plante, mais aussi pour éviter que le soleil touche le sol, ce qui crée surchauffe-oxydation, comme je vous le disais. Donc on va avoir des productions multi-étagées avec plutôt du trèfle très couvrant en bas, des plantes qui montent plus haut. Donc là on a les solanacées, tout ce qui est tomates, aubergines. Et ensuite sur le troisième étage, tout ce qui va être plutôt arboriculture, donc fruitiers et lianes sur les fruitiers. Donc l'objectif c'est vraiment de prendre tout l'espace, qu'il n'y ait pas un tronc d'arbre qui soit tout seul, donc on va venir mettre la liane qui monte dessus. Là on est sur un espace très petit, donc on n'a pas l'opportunité de mettre un arbre qui va avoir un enracinement profond, et en plus pour peu qu'on soit sur une terrasse, on ne peut pas avoir ce enracinement là. Par contre on est venu jouer sur les lianes et on a remplacé l'arbre par une pergola qui vient créer le support, et en plus de ça créer du confort parce qu'on peut être à l'ombre sur la pergola si elle est bien exposée. Voilà, donc vous avez vigne, raisin de table, kiwi sur la pergola, tout avec un aspect productif. Et le dernier point sur ce jardin, c'est que parfois on n'a pas accès à ce broyat de déchets verts parce qu'on a un ascenseur qui mène sur la toiture et qu'on ne peut pas se balader avec des tas et des tas. Enfin bref, les accès sont compliqués, ou alors c'est une matière qui commence à coûter de plus en plus cher, qui est difficile à trouver, ou alors il y a du plastique dedans et on n'en veut pas. Enfin, beaucoup de raisons qui font qu'on peut ne pas avoir accès à ce paillage. Et donc on réfléchit la fertilité autrement, on se dit comment je peux nourrir le sol avec de la matière carbonée. Et donc là on va arriver sur tout ce qui est utilisation des couverts végétaux. On va venir mettre des couverts végétaux sur les périodes creuses, plutôt l'automne, l'hiver, qu'on va au printemps coucher et créer un paillage autoproduit. Et donc là il y a toute une compétence à obtenir pour réussir vraiment son couvert végétaux, qui puisse faire un bon couvert, ça peut faire 2 mètres de haut. Pour qu'au moment où on le couche, le paillage soit assez dense pour créer l'occultation qui permet de ne pas désherber. Donc ça, c'est les couverts d'interculture. Et ce qu'on vous a montré ici, c'est une autre manière aussi de protéger les sols. C'est le couvert permanent. Alors là, on vous l'a fait de manière très esthétique, avec des formes d'ADN comme le logo de Maraîchage sur sol vivant, mais on peut aussi le faire en plein. Et l'idée de ce couvert permanent, c'est qu'il va venir petit à petit nourrir les sols. Et qui permet d'arriver sur une autoproduction de fertilité. Alors on a fait plusieurs essais, et pour l'instant on s'arrête sur du trèfle, trèfle nain blanc, parce qu'il résiste au piétinement, donc on peut marcher dessus et il repart, parce qu'il n'est pas trop concurrentiel vis-à-vis des plantes, et parce qu'il résiste aussi à la tonte. Quand on arrose, en fait on veut que nos solanacées elles poussent, donc quand on arrose nos solanacées et qu'on met les conditions pour qu'elles puissent pousser, forcément on les donne aussi au trèfle. Et donc cette méthode qui est très vertueuse a aussi son penchant, c'est que si on veut fonctionner en fertilité uniquement par le couvert permanent, il faut passer en tonte une fois toutes les 2 semaines, voire une fois toutes les semaines. Donc il y a différentes possibilités, soit le paillage organique, soit le paillage organique vivant. Et pour ceux qui voudraient utiliser encore moins de temps, on peut aussi proposer de la toile tissée qu'on vient ensuite, dans un cadre de paysagisme, couvrir avec du broyat pour camoufler et pour éviter la surchauffe aussi en été. Alors en couvre-sol, qu'est-ce qu'on utilise dans les jardins? Ça va dépendre de l'exposition, ça va dépendre du jardin, ça va dépendre de plein de choses. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai découvert, il y a pas longtemps, quelques années, les plantes condensatrices. Alors moi j'étais déjà un fan du lierre, mais alors là c'est extraordinaire. Mais le français aime pas le lierre, donc ça c'est voilà. Donc en couvre-sol, aujourd'hui, quand on est à l'ombre, on utilise un petit peu de lierre, mais pas trop, parce qu'il est peut-être un peu trop envahissant, et il n'a pas de fleurs. Et nous, on a une clientèle qui aime les fleurs. Et moi, quand je fais un jardin pour les gens qui me commandent un jardin. Et un jardin, c'est quoi? C'est des usages. Il faut d'abord comprendre comment les gens vont vivre dans le jardin, et on fait le jardin après. Hein, le jardin des années 80, quand je suis arrivé à Paris, c'était de faire un joli jardin qu'on regardait, on faisait des jolies vues des fenêtres de la maison, on regardait son jardin, on était content. Dans les années 90, le citadin, il a dit, moi, je veux aller vivre dans mon jardin, c'est devenu une pièce à vivre en plus, une pièce à vivre à l'extérieur. Il y a eu le développement de ce qu'on appelle l'anglicisme de l'outdoor. C'est vrai que dans les années 80, de penser qu'on aurait un canapé dans un jardin, mais c'était même pas envisageable. C'était canapé dans le jardin. On avait des bancs en bois, des pots en terre cuite, c'est tout. Et puis après, il y a eu les dimensions du potager, de faire pousser des légumes, de mettre des poules, voilà. Et le jardin, c'est devenu maintenant,
c'est une pièce essentielle à vivre. C'est là où on retrouve nos sens. Notre horloge biologique, elle est faite pour être avec les plantes, pour être les pieds dans la terre, les mains dans la terre, d'être pieds nus dans son jardin, de ressentir les choses, de toucher. Voilà, c'est le toucher, c'est important. Le sentir. Mais voilà, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à une génération où même le toucher, le truc, c'est compliqué, quoi. Ah, il y a une bébête, c'est sale. Enfin, voilà. Je viens de sortir un ouvrage, j'ai écrit, j'aime pas quand c'est propre, quoi. Voilà, il faut se remettre. On a tellement eu cette éducation avec Pasteur, malheureusement, qu'on n'a pas bien compris, où le microbe, c'est un truc qui attaque. Et, nous, on est une génération eau de Javel. Nos parents nettoyaient la maison à l'eau de Javel. Je veux dire, c'est complètement aujourd'hui, quand on regarde ça. J'ai traité du rosier avec du lindane et du métasystémox. Moi, j'ai fait ça. Non, mais quand on regarde ça, on se dit, mais de quel monde de fou on vient? Mais un monde de fou, quand même, où on a quand même appris de bonnes choses. Et surtout, on nous a appris à réfléchir et à pouvoir se remettre en question. Alors, le retraitement des déchets végétaux dans l'entreprise, on rapporte les déchets végétaux à l'entreprise, on les broie, et ensuite on les apporte chez nos clients parce que c'est trop compliqué, on est sur des petits espaces, il y a un petit broyeur électrique, on passe pas tout. Voilà, donc c'est plutôt, on rapporte les déchets, on les traite, et ensuite on a une pépinière, on a une parcelle de 5000 m² environ qu'on a, où on cultive sur broyage de bois. Donc les plantes sont posées dans des paniers ajourés et on met du broyage au fur et à mesure, ou des feuilles, des choses comme ça. Et là, ça pousse, mais à une vitesse mais incroyable. Moi, j'ai le premier virage, je dirais avant Marc-André Sellos, ça a été le BRF. Quand j'ai lu ce bouquin sur le bois raméal fragmenté, là, les Québécois, j'ai voulu faire l'essai tout de suite, quoi. Et voilà, donc de couvrir le sol, et on a fait des expériences, et on a vu quand on a eu les premières canicules, là, début 2000, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, mais on a eu 2 orages en 3 mois avec des températures caniculaires. J'ai pas une plante qui est morte, on n'a pas arrosé une plante. Aujourd'hui, je plante une plante dans cette espèce de broyage, une graminée. J'ai eu un miscanthus que je plante en godet, j'ai une plante d'1,50 m sur 60 cm au bout de quelques mois. Si je la mets dans un conteneur de 10 litres, là, j'ai une plante qui est toute petite. Donc, on voit bien que les vitesses de croissance ne sont pas les mêmes. On voit bien que l'énergie, en fait, déjà, ce qu'il y a dans les choses qui sont vraiment étonnantes, qu'on découvre, parce que ce métier est passionnant, parce que plus on travaille avec la vie, et plus on en découvre, plus on en apprend. Là, de comprendre que la biomasse d'un arbre, c'est 95% de gaz, de CO2, et seulement 5% qui prend avec ses racines, on n'a jamais appris ça de nulle part, quoi. C'est incroyable. Que l'arbre peut fabriquer 70% de la pluie, il y a des rivières vertes qui sont dans le ciel, mais l'hydrologie régénérative, je sais pas, moi je suis tombé dedans il y a 4-5 ans seulement, mais c'est tellement évident, c'est tellement évident. Donc c'est en mettant en pratique toutes ces choses qui sont que du bon sens en fait, remettre des sciences naturelles dans l'éducation. Bonjour, Sébastien Morat de la société Mugo qui fait partie du groupe Osmaya et je suis responsable agroécologie urbaine chez Mugo. Alors la spécialité de mon secteur qui est l'agroécologie urbaine, ça va être de venir faire de l'agriculture urbaine avec une vraie volonté d'intégrer l'écologie. D'où le fait d'avoir un petit peu inventé ce terme hybride qui est l'agroécologie urbaine, qui finalement n'existe pas vraiment, mais c'est important pour nous de le définir comme ça. Et les différents types de sols qu'on va utiliser peuvent être assez variés suivant les projets qu'on fait. En général, on demande d'avoir un sol qui est quand même assez amendé pour la partie agriculture urbaine, parce que l'idée c'est qu'on va aller chercher à avoir une certaine fertilité de départ et que nous on va venir maintenir avec le temps. Et donc du coup souvent quand on aménage des projets, parce que pour aménager ce type de projet en milieu urbain, on va partir d'une terre végétale amendée avec du compost. Éventuellement si la terre végétale est un peu trop argileuse, un petit peu trop lourde, elle va être complétée par du sable pour chercher un petit peu plus de côté drainant. Et après c'est nos techniques culturales qui vont venir entretenir la fertilité de notre sol et la vie de notre sol. Toutes les typologies, effectivement, on va avoir alors des balcons, c'est plutôt le côté personnel. Les grands jardins, on va en avoir sous un format un peu jardin partagé.
Et puis après, on va être sur on a beaucoup de projets en toiture, voilà, toiture, où, quand je te dis balcon, c'est plutôt ou terrasse, terrasse d'entreprise ou de particuliers aussi, et où là on va pouvoir commencer à avoir vraiment un peu de volume de terre. La gestion dans un bac, ça se fait aussi, mais je trouve ça toujours plus intéressant d'essayer d'avoir, à chaque fois que je dis cultiver chez vous, vous pouvez quasiment tout faire, mais il vous faut minimum 40 cm de terre pour pouvoir commencer à faire un peu des strates, parce que c'est pas la même vie qu'on va avoir au fond de nos 40 cm qu'en surface, où il y a forcément plus d'air en surface qu'en profondeur, il peut y avoir plus d'eau qui va venir se stocker en fond, et donc du coup la vie qui est dans notre sol aussi sur cette strate va pas du tout être la même. C'est vrai que quand on arrive dans un jardin, deux possibilités. Alors déjà en milieu urbain, on a la première question à se poser, c'est est-ce que le sol est pollué ? Est-ce qu'on peut cultiver le sol? Parce que du coup, comme effectivement, alors on est dans le paysage, mais c'est vrai que comme je disais, moi j'ai une dimension comestible. Et donc du coup, à partir du moment où on a une dimension comestible, on ne peut pas planter tout et n'importe quoi, n'importe où. Donc première question à se poser, est-ce que le sol est pollué? Est-ce qu'on a un passif sur le site? Est-ce qu'on sait que ça a été un ancien site industriel ou pas, et donc potentiellement des risques de pollution? Ou le site n'a jamais de passif industriel. Donc Géoportail nous aide à aller chercher les antécédents un petit peu d'utilisation du site. Et donc du coup, ça c'est pour les jardins qu'on va vraiment cultiver en pleine terre. Et donc du coup, en fonction de son passif, on va se dire tiens, attention, il y a quand même eu un passif industriel, ce serait bien de faire une analyse de sol. Ça c'est pour la pleine terre, pour justement éviter qu'il y ait des hydrocarbures, éviter qu'il y ait des métaux lourds, des choses comme ça dans notre sol. Sachant qu'en agriculture urbaine, on a des seuils indicatifs sur les sols pour pouvoir justement voir s'il y a des risques de pollution. Donc bien évidemment, suivant les critères de pollution, s'il y a de la pollution, sol pollué, on va plutôt devoir déconnecter notre zone de culture de la pleine terre. Et donc du coup finalement là dans ces cas-là on va être dans la même typologie que sur un balcon terrasse, c'est-à-dire qu'on va venir aménager des bacs un petit peu comme celui-ci là, du coup avec 40 cm de substrat. Dans le fond on essaye d'isoler du sol s'il y a de la pollution. Donc ça, voilà, après c'est toute la question de se dire les matériaux ça pose vraiment question, mais en tout cas il faut qu'on trouve une texture qui permet d'isoler le contact entre la terre de base et notre zone de culture. Et donc du coup derrière on va venir mettre les substrats que je disais tout à l'heure, donc terre végétale amendée avec souvent du compost. Mais quand on est sur ce stade-là d'aménagement, on est souvent sur des sols qui ne sont pas vivants. Certes ils sont fertiles, mais alors j'ai jamais pris un gros microscope pour voir si je retrouvais, et certainement très vite je retrouve des bactéries, des choses comme ça, mais en tout cas c'est pas flagrant qui grouille de vers de terre ou qui grouille de cloporte ou de décomposeurs quelconques. Et par contre après avec nos techniques culturales, en mettant justement, en allant valoriser par le biais du compost, et du coup on va venir petit à petit récupérer la vie du sol, donc les coportes, les vers de terre. Il y a même des fois un truc, je sais pas, je me dis c'est peut-être un peu par magie parce que je fais rien de particulier que de mettre mes déchets verts et mes déchets alimentaires en prenant précaution que je peux mettre des choses qui conviennent après à être mis dans mes zones de culture. Et c'est dans le composteur que je vois apparaître, mais vraiment j'ai l'impression de sentir les voir apparaître. Donc est-ce qu'il y a eu des œufs quelque part, est-ce qu'il y a un oiseau qui est passé par là qui m'a ramené des œufs, etc. Et donc petit à petit je vois ces vers de terre et ces cloportes venir décomposer la matière organique, et en fait j'ai cette circularité, et vraiment je vois avec le temps une terre qui au départ était juste une terre végétale avec du compost, mais du coup assez inerte en termes de macrofaune du sol, qui petit à petit cette macrofaune apparaît et du coup vient clairement aider nos cultures, parce que nous on le voit, quand on a un sol qui est un petit peu argileux, on peut vraiment des fois avoir des blocs, on peut sortir des blocs de terre et on voit vraiment des galeries à l'intérieur. Et ça c'est tout un temps qui est gagné pour nous. Moi je ne le retourne jamais mon sol, et du coup en ayant cette structure qui est créée par les vers de terre, du coup l'eau, l'air pénètrent dans les sols et viennent permettre à mes racines de mieux se structurer et aux végétaux de mieux se développer. Je suis Stéphane Larsin, je suis paysagiste concepteur au sein du bureau d'études de Galie. Alors le bureau d'études de Galie est plus largement rattaché au monde Galie. Le bureau d'études de Galie, c'est un bureau d'études paysage. Paysage à toutes les échelles, mais pas que. Paysage à toutes les échelles, certes, le jardin privé, le balcon, la terrasse, mais aussi on travaille avec beaucoup de promoteurs, beaucoup d'architectes dans la création d'îlots bâtis, promotion immobilière, rénovation, et donc paysage à différentes échelles. Il y a aussi une cellule très importante biodiversité environnement. On mène très grosses actions
à la fois pédagogique, d'animation, de formation. On a une cellule d'agriculture urbaine, on développe les modèles d'agriculture urbaine aussi à différentes échelles. On travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, notamment en agriculture urbaine, mais pas que, aussi en paysage. Donc on a vraiment une micro-échelle, macro-échelle, sur tous les aspects paysage comestible et agriculture urbaine. Et on est appuyé par une grosse cellule technique et économique. Donc voilà, 4 gros pôles qui tournent et qui travaillent en synergie les uns avec les autres pour répondre au mieux aux demandes de paysage avec un S. Je pense qu'on ne peut pas parler de végétal fonctionnel, de végétal pérenne et de végétal esthétique. Il y a ces 3 aspects quand même, de paysage nourricier et autres, sans penser un seul instant à ce qui se passe sous nos pieds. C'est la base pour nous. Il n'y a pas de beaux bons végétaux sans beaux et bons sols vivants, dynamiques et fertiles. Donc pour nous, c'est une évidence dans notre métier parce que là, c'est le bureau d'études qui vous parle, mais plus largement, je porte la voix du groupe Gali, aussi bien depuis le bureau d'études qu'à la réalisation, qu'à l'entretien et qu'à l'animation. On a cette notion chevillée au corps que de travailler avec la notion du sol. Donc pour nous, une évidence. Quand on arrive sur un site, je cite toujours Gilles Clément, on fait le plus avec l'existant et le moins contre. Donc on observe, on regarde les éléments qu'on a sur site, la végétation en place, quel sol on dispose comme ça, à première vue. Est-ce qu'on a un sol compacté? Est-ce qu'on a un sol tassé? Est-ce qu'on a un sol qui vient d'être remué? Et les végétaux souvent qui y poussent ou qui y ont poussé sont des indices élémentaires pour pouvoir après adapter le début du concept, c'est le diagnostic en fait. On fait des carottages si besoin, on analyse les sols. On travaille parfois en terrain pollué, donc on demande systématiquement, très souvent, des analyses de sol et pas que physico-chimiques, de constitution, de structure, etc. pour pouvoir y faire pousser. Il y a de plus en plus de réglementations qui nous empêchent, quand on travaille sur des îlots bâtis par exemple, de planter en pleine terre le paysage nourricier, le paysage comestible. On travaille parfois en bac, on ne va pas dire en vase clos, mais voilà, il y a des mesures à prendre. On essaie dans le diagnostic, le visuel, le côté plus technique, l'analyse, et on sait que le végétal pas adapté à son sol ne donnera pas un jardin pérenne et fonctionnel. On fait avec les fondamentaux, pour nous c'est une base. Alors pour moi, un sol argileux, un sol qui va retenir l'eau, etc. Il faut faire attention, par exemple, quand on va travailler des paysages, on nous demande de plus en plus de gérer l'eau à la parcelle. L'infiltration, ça va être très... Donc on va, dans les arbres à haute tige, on va sélectionner des essences qui sont adaptées au sol, mais il y a des sols un peu humides qui vont rester humides. Je sais pas en termes de strates arborées, je vais pas citer le sol parce que ça serait un peu caricatural, mais cela dit, il peut ressuyer les sols, il peut être vraiment fonctionnel. Dans des sols drainants, je vais pas vous dire qu'on plante des carottes, c'est pas vrai, mais vous voyez, des sols drainants, on va plutôt adapter un végétal qui va être adapté à des sols un peu, j'aime pas dire type méditerranéen parce qu'aujourd'hui les populations végétales migrent en même temps que le climat, mais plutôt des végétaux qui vont être le type de végétal qu'on a juste à côté, une vivace de soleil type tulbagia sera adaptée à ce genre de milieu. Par exemple, les fruitiers, dans les fruitiers, il y en a qui supportent la terre argileuse, d'autres la terre drainante. On adapte vraiment chaque végétal au sol. Je m'appelle Franck Castel, je suis membre de l'Association française pour l'étude des sols. Je suis aussi porte-parole et animateur de la fresque du sol pour l'ADEME. Et je suis également président fondateur de la société Pure Résilience. Tous les publics sont visés, on va dire, de manière générale, mais cette année, nous, on met plutôt l'accent sur, les scolaires, effectivement. On essaie aussi de regarder avec les entreprises pour les sensibiliser justement sur ces problématiques-là qui pourront poser avec le changement climatique et puis, toutes les tensions qui sont mises sur les ressources, un certain nombre de problèmes justement d'approvisionnement. On regarde aussi avec les élus
pour éviter justement qu'il y ait des loupés ou en fait des projets qui n'apportent pas en fait les choses qui sont véritablement attendues. Et aussi, on essaie d'aller un peu au contact du grand public et ces derniers temps, on a multiplié les actions auprès du grand public. C'est aussi un peu pour ça qu'on est là à Jardin sur les 5 jours, on va dire. Voilà. Pas suffisamment, je dirais. Alors en tout cas, moi, j'ai pas été trop sollicité par les paysagistes, justement. En revanche, il faudrait que je regarde et que je questionne mes collègues, mais de toute façon, on a une impression générale, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait sur les sols, mais que l'outil n'est pas encore assez connu et déployé. L'idée, ça serait ça, en fait, c'est de leur faire comprendre en fait, qu'ils auraient besoin peut-être de prendre en compte, on va dire, les aspects transversaux des sols et pas uniquement se focaliser sur un ou deux axes. Ensuite, je pense qu'il y aurait aussi un énorme travail à faire sur véritablement en fait, la définition des projets et les objectifs que l'on veut se donner sur des temps courts et sur des temps beaucoup plus longs. Et là, effectivement, de prendre en compte les sols, c'est pas anodin et c'est même fondamental, je dirais. Alors oui, justement, avec les interactions que l'on peut construire, et que l'on peut voir et que l'on peut découvrir aussi à travers les cartes de la fresque, on peut effectivement bien comprendre en fait, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques et comment, on veut dire, à l'ordre zéro, arriver justement à contrecarrer à ces problématiques par des changements d'habitude ou un engagement. Ensuite, effectivement, sur la partie technique, là, je ne pense pas que la fresque soit suffisante. Pour rentrer vraiment dans le détail, là, il faut vraiment s'orienter vers des professionnels et des gens qui font ça parce que c'est extrêmement complexe. Si on rentre sur des problématiques de génie, on va dire pédologique, là il faut avoir une certaine expérience. C'est la méconnaissance, c'est de vouloir en fait faire du copier-coller sur des projets et pas assez prendre en compte en fait les problématiques locales. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir des angles morts liés en fait à une absence de transversalité en fait sur l'analyse des problématiques et simplement par ces écueils-là tomber sur des projets qui ne vont pas forcément bien marcher. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une vraie envie de faire quelque chose, surtout quand il y a des températures comme aujourd'hui. Maintenant, elles ne se traduisent pas toujours dans les faits par ce qu'on attendrait vraiment. Voilà. Moi je suis un grand fan de Marc-André Selosse, bien évidemment. Pour la biodiversité, moi je ne me lasse pas d'écouter Gilles Boeuf à chaque fois qu'il peut faire une allocution, ça c'est certain. J'ai découvert dernièrement les livres de Louis Jäger, que je trouve extraordinaire aussi, d'une certaine manière, que j'aimerais beaucoup rencontrer. Donc ça, je veux dire, ça c'est les trois principaux. Et puis après, aujourd'hui, par exemple, il y a plein de personnes qu'il faut rencontrer et venir sur place parce que c'est juste incroyable. Voilà. Donc moi, c'est Maxime Revoix. Je suis nouvellement diplômé de l'ESSAGE en septembre 2025. Comme Amélie, on est de la même promotion. Et j'ai monté mon agence, donc Atelier Aves. Donc Aves, c'est les oiseaux en latin. Et donc j'ai une approche du paysage centrée sur les oiseaux. Et moi, donc, c'est Amélie Del Cerro. Moi, j'ai eu une vie avant. Je suis diplômée de l'école Boulle et j'ai travaillé en tant qu'architecte d'intérieur. Donc, j'ai travaillé pour des belles maisons à l'international. Et en fait, il y a une question qui m'est venue, c'était le lien par rapport à l'extérieur, par rapport au dehors. Donc, le site dans lequel s'implantaient les projets pour lesquels je travaillais. Et il s'est trouvé que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la porte? Donc je suis retournée à l'école, donc je suis arrivée donc, à l'ESSAGE, l'école supérieure d'architecture des jardins, dans la promotion de Maxime pour le master paysagiste. Et donc pareil, comme lui, je suis sortie en 2025 diplômée. Et après tout ça, en fait, j'ai monté ma société qui s'appelle Atelier Maison des Arbres, où justement je lie l'architecture intérieure et la conception des extérieurs, du paysage, à petite ou à grande échelle, justement pour qu'on n'ait plus cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur et accompagner l'humain dans sa cohabitation avec le sauvage, avec le spontané. En fait, l'agroécologie, alors on a eu moins que Maxime, des cours justement sur le travail avec le vivant et le sol.
Mon point de vue, c'est de toute façon, pas de sol, pas de plante. Pas de sol, pas de plante. Donc un sol, c'est pas juste de la terre. C'est plein de choses. C'est des nutriments, c'est de la vie, c'est des déchets, c'est plein de choses. Et tout ça, ça se combine pas tout seul. Il y a plein d'êtres à l'intérieur qui favorisent finalement cette vision du sol qui est un peu en surface. Donc je pense, et on le travaille aussi au quotidien, c'est qu'il y a vraiment un lien à faire entre le sol, à comprendre la relation qu'il y a entre sol, surface, plante et ce qu'il peut y avoir après. Voilà, c'est ma petite vision. Moi, en tant que paysagiste, là, en ce moment, quand on discute avec les clients, c'est très compliqué de parler du sol. En fait, les gens ne comprennent pas le lien du sol. Souvent, les gens disent ma terre, elle est pourrie, il faut l'acheter et en mettre de la nouvelle. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut juste essayer de la régénérer, lui redonner vie. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de pédagogie et c'est difficile dans notre métier encore aujourd'hui. Ouais. Moi, je pars du principe où il faut du temps. De toute façon, le sol, il faut du temps pour qu'il se constitue, donc on laisse la vie se faire d'elle-même. Après, moi, j'utilise de la matière organique brute, c'est du fumier de cheval. Je vais chercher directement du fumier brut, j'en étale un petit peu et je laisse la vie se faire. Après, l'essentiel, c'est vraiment de couvrir votre sol parce que sinon, ça ne sert à rien. Parce que si le sol est nu, qu'il y a quelques plantes qui se battent en duel, ça ne sert à rien parce que ça s'évapore et le sol ne vit pas comme il faut. Donc c'est comme ça que c'est une belle matière organique et un bon paillage surtout. Que ça soit dense ou pas, moi je mets du broyat quoi qu'il arrive. Parce que il y a toute une vie, il y a des champignons qui se développent, il y a tellement de choses dans le broyat qui apportent, en fait ça se décompose. Donc on apporte de la matière d'urgence, on va dire, et après le broyat est là pour enrichir progressivement le sol, et après on en rajoute, et c'est comme ça que le cycle se fait. Et après, petit à petit, la végétation du dessus va faire son travail naturellement, quoi. Mais c'est ma façon de faire, et je pense que c'est plutôt la bonne. Mais... c'est celle qui marche le plus, quoi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que maintenant, un bon jardinier, alors je vais m'attirer des foudres, un bon jardinier, c'est un jardinier feignant. C'est-à-dire, je pense, il y a des choses à faire. Il y a du boulot, on est d'accord, c'est du travail, de travailler son jardin, que ce soit à petite ou grande échelle, le travail est le même. Mais on a tellement d'alliés spontanés qui sont là, qui attendent que ça, ils vivent pour ça. Et c'est juste de se pencher un petit peu sur la question et de voir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font et surtout qu'est-ce qu'ils apportent au sol. Donc en fait, plutôt que d'être là tous les jours, à désherber son carré, à faire que son massif soit très beau, qu'il n'y ait pas un petit brin d'herbe qui dépasse, oui, effectivement, comme dit Maxime, vous mettez un paillage, vous venez habiller votre sol avec des copeaux, avec du mulch, avec plein de choses, mais pas minérales. À partir de là, votre sol ça va travailler pour vous. Et donc, les adventices, donc tout ce qui est ce qu'on appelle les mauvaises herbes, vont être ralentis au profit des plantes que vous avez sélectionnées. Donc ça fait ça de moins à faire. Et puis en attendant, vous nourrissez votre sol, donc ça permet d'avoir justement ce qu'on appelle amender son sol, sans avoir à mettre des produits issus de on ne sait quelle biochimie pas forcément très réfléchie justement. Et ça va travailler pour nous. Donc on n'a pas à désherber, on n'a pas à venir rapporter des choses nocives finalement qu'on ne connaît pas bien pour nos sols. Et on a du monde qui vient faire le travail pour nous. Oui, on est des feignants, bien pensé, on est des feignants.
Le moustique. Le moustique, bah, c'est le premier sandwich. C'est le premier qui va être là pour se faire manger. Ouais, c'est la friandise de tout le monde. C'est ça, toutes les libellules. On mange tous du moustique. On mange finalement. tous du moustique. Le moustique, c'est un peu comme le papillon, c'est la base de la chaîne alimentaire. Enfin, la larve de moustique, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc, si vous avez des larves de moustique, mais c'est génial. Après, ça veut dire que vous allez avoir des larves de libellules. Après, ça veut dire que vous allez avoir des grenouilles. Ça veut dire que vous allez avoir des têtards. Ça veut dire que vous allez avoir une microfaune qui va se densifier autour de cette mare, qui va venir à manger les larves de moustique. Et puis, le moustique, le sandwich, c'est nous. Hein. Donc, en fait, c'est un cycle. C'est le cycle de la vie. Oui. Clément. Jules Clément. Qui est un paysagiste qui a travaillé, qui était un des premiers justement à réfléchir sur le laisser faire, accompagner, à être dans la compréhension de ce qu'on a et de voir comment est-ce qu'on peut cohabiter et que la machine roule sans mettre une huile chimique dedans. Moi j'aime bien le grand traité du jardin punk. C'est un classique, c'est génial. Il y en a un petit pour les budgets plus abordables, réduit, et il y en a un grand qui est magnifique. On me l'a offert pendant un stage. Et moi après alors c'est pas les mêmes latitudes qu'en France. C'est les jardins créoles. Le travail des jardins créoles, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que donc les jardins créoles, ce sont des jardins qui sont pas proches de la maison. Ça, c'est le jardin plus médicinal. Le jardin créole, il est vraiment ailleurs qu'en dehors de la parcelle. Et c'est des endroits où ils vont venir passer la journée. Bonjour ma belle. Petit bourdon. Et en fait, il y a toute une cohésion avec la forêt équatoriale, il y a tout un travail avec les prairies. Enfin voilà, le jardin créole, il y a une connaissance des gens qui font ce jardin-là, qui est en train de justement revenir dans la pensée collective. Et c'est une très très bonne chose. Il faut essayer de toute façon. Essayer, c'est l'adopter. Hein. De Oui, toute façon, c'est pour, on en parle. Et l'agroécologie, c'est juste revoir comment est-ce qu'il y a des liens qui se font entre le cause à effet et que les effets sont là. Et ils sont quantifiables maintenant en plus. On le sait que ça marche. Je m'appelle Géraldine Villiers, je suis cofondatrice et déléguée générale de l'association Fresques de la biodiversité. La Fresque de la biodiversité, c'est une association qui a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la biodiversité. Et pour ça, elle crée et porte des ateliers de sensibilisation basés sur l'intelligence collective et la science, notamment la Fresque de la biodiversité, qui est donc un atelier collaboratif, scientifique et ludique qui a permis aujourd'hui de sensibiliser 100 000 personnes aux enjeux de l'érosion de la biodiversité. La Fresque de la biodiversité, c'est donc un atelier qui dure 3 heures et en fait qui permet de comprendre ce qu'est la biodiversité d'abord avec des exemples concrets d'écosystèmes et puis ensuite vraiment ce que c'est la biodiversité, la définition de la biodiversité, ce qu'elle nous apporte et comment l'intensification de nos activités entraîne une érosion de la biodiversité et pourquoi cette érosion fait peser des risques sur les humains et sur les sociétés humaines et sur l'environnement. C'est vraiment un des enjeux auxquels on est vraiment attaché, c'est de faire comprendre aux gens que la biodiversité, évidemment que c'est du beau et ça c'est très important parce que c'est aussi le pouvoir restauratif de la nature, c'est bon pour la santé mentale, c'est important pour les taux de stress, voilà, et puis c'est aussi tout ce qu'on connaît, donc en fait ça fait partie de notre quotidien, de notre environnement, de notre maison, de ceux dans lequel on a grandi.
Mais les enjeux de protection de la biodiversité, ils vont aussi au-delà de cette question, c'est aussi que sans biodiversité, on ne fait rien. C'est tous les enjeux autour de la notion de service écosystémique. En fait, comment la biodiversité, elle nous apporte déjà l'intégralité de ce qu'on mange vient de la biodiversité. Une très grande partie de nos médicaments viennent de la biodiversité. 70% des médicaments utilisés dans les traitements contre le cancer viennent de la biodiversité. C'est aussi le cas d'une très grande part de nos antibiotiques, par exemple, qui viennent de bactéries qui vivent dans le sol. Donc, l'approvisionnement, c'est aussi nos matières premières, tous nos vêtements, le lin, le coton, la laine, toutes les sortes de laine. La soie, ça vient d'espèces vivantes, végétales ou animales. C'est le cas des pneus qui sont faits en caoutchouc. Le caoutchouc, ça vient d'un arbre, du latex, de l'EVA. C'est le cas de nos bijoux, c'est le cas même du pétrole qui est de la biodiversité morte, le charbon aussi, c'est de la biodiversité fossile. Donc le vivant, il est partout autour de nous et c'est vraiment toutes ces matières qu'on prend pour se nourrir, pour se loger, pour s'habiller, pour se soigner. C'est aussi des cycles de régulation et ça, c'est des services qu'on a plus de mal à valoriser parce qu'on les voit pas. Mais en fait, le fait de respirer de l'air qui soit dépollué, qui soit frais, de passer dans un parc et qu'il fasse moins chaud en canicule, ça, c'est un service du vivant qui est quand même vraiment très, très utile. C'est aussi la lutte contre les inondations, en fait, de faire filtrer l'eau dans le sol avec les racines, d'avoir des cycles des nutriments, d'avoir aussi une régulation des espèces. Le fait que les renards, les chouettes et les busards mangent des campagnols, par exemple, c'est un service qui est quand même assez utile pour pas être envahi de campagnols. C'est le cas des coccinelles qui vont manger les pucerons. Voilà, et ça mange les déchets aussi. Si on marche pas en permanence sur des cadavres d'animaux, c'est parce qu'il y a des espèces qui s'occupent de faire ce travail. Et tous ces services, ils sont gratuits. On dépend de ça, notre économie dépend de ça. Il y a un rapport de l'IBES qui est sorti là en février et qui rappelle que l'intégralité de notre économie, c'est de la biodiversité. Et donc, on fait rien sans ce vivant. En plus de tous les services immatériels qui sont moi personnellement mes préférés. Parce que la biodiversité, c'est aussi une magique source d'inspiration pour l'art, pour la musique, pour la peinture, pour le cinéma, pour les récits. C'est une source d'inspiration aussi pour la technique, pour l'innovation. Et puis, c'est une énorme source d'émerveillement et donc de bien-être mental, de joie, qui sont des moteurs de l'action. Et tous ces services-là, tous ces savoirs ancestraux qui sont liés donc à ces services immatériels, ils sont irremplaçables en plus. Donc, ça les rend presque encore plus importants parce qu'on pourra peut-être envisager de remplacer toutes les abeilles par des drones, ça serait une très mauvaise idée, ça va coûter extrêmement cher, mais techniquement c'est possible. Remplacer les pouvoirs restauratifs de la nature, l'émerveillement et toute l'inspiration et les savoirs qu'on tire de ce vivant dont on fait intégralement partie, c'est moins possible. Donc on a vraiment un enjeu en sauvant la biodiversité à préserver aussi les conditions de notre vie et donc ces services écosystémiques qui sont des services aussi pour le reste du vivant et pas uniquement pour nous, mais dont on dépend. Le grand avantage de la biodiversité, c'est qu'on peut agir à tous les niveaux et on peut notamment agir à l'échelle de son jardin. Alors, il faut savoir quand même que les jardins, c'est 2% du territoire français, donc c'est 4 fois plus que les espaces naturels. C'est une très grande surface dans laquelle on peut agir. Et agir dans son jardin, déjà, c'est facile. Il suffit d'abord peut-être de commencer à réduire sa pression sur la biodiversité, donc en ralentissant un peu les périodes de tonte, en tondant moins bas aussi, voilà, en taillant les arbres et les haies aux bonnes périodes. On peut aussi recréer les conditions du vivant, donc en laissant pousser la flore spontanée, notamment des pissenlits, par exemple, des trèfles qui vont nourrir les abeilles sauvages. Sans abeilles sauvages, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, donc c'est quand même important. Donc recréer les conditions du vivant en pensant gîte et couvert, donc avoir des espaces, des tas, des haies, des variations d'espaces. Après, il y a aussi ces enjeux autour de la connaissance, de connaître les espèces qu'on a dans notre jardin, parce que en fait, les inventorier, ça aide aussi la protection globale de la biodiversité. Et puis se renseigner aussi sur ce qu'on peut faire à l'échelle de son jardin, parce que chaque jardin est différent et chaque pratique est un peu différente. Donc, on peut aussi agir et mieux comprendre la biodiversité au jardin. Et puis, la dernière chose qu'on peut faire facilement au jardin, c'est cultiver l'émerveillement. En fait, juste de se poser et de rien faire. C'est reposant aussi de rien faire, écouter les oiseaux, regarder un peu les espèces qui évoluent dans notre jardin. C'est bon pour la santé mentale et en fait, souvent, pour la biodiversité au jardin, le mieux à faire, c'est de rien faire et juste de laisser pousser. Voilà, en s'organisant des petits espaces pour soi, mais de laisser de la place pour cohabiter avec le vivant dans son jardin.
C'est vrai que quand j'arrive sur un projet avec un nouveau client, alors on a la chance que dans l'opinion publique, on a envie de se poser la question de l'écologie. Donc déjà, c'est la première étape, c'est déjà de dire est-ce qu'on est prêt à se poser la question. Donc déjà, ça aide à entrer dans la discussion. Mais après, il y a quand même des prérequis. Les gens, malheureusement, ou je sais pas, heureusement ou malheureusement, je sais pas trop, parce que ça fait aussi des très belles fleurs, voilà, mais il y a eu tout ce qui est sélection variétale. On a aujourd'hui plein de cultivars avec des fleurs gigantesques, mais en vrai. Et donc, ce que je vais pouvoir venir expliquer, c'est dire, si on cherche à faire un jardin écologique, il faut qu'on ait l'équilibre de notre écosystème. Donc des fois, des très très grosses fleurs qui visuellement sont très sympathiques, malheureusement ne sont pas adaptées aux pièces buccales de nos insectes. Alors voilà, j'essaie d'expliquer rapidement comment ça fonctionne, mais en tout cas, du coup, on va avoir des fleurs qui ne vont pas permettre de nourrir nos pollinisateurs. Et nos pollinisateurs, c'est ce qui font qu'après, derrière, si on a du pollinisateur, et du coup, la fleur se transforme en fruit. Donc si on veut des pommes, il faut bien qu'on ait des abeilles qui soient passées sur la fleur avant. Donc j'essaye d'éclairer sur ce qu'on appelle, donc on en prend quelques-uns, mais quelques exemples, d'éclairer un petit peu sur ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est les services gratuits rendus par la nature qui, en fait, les équilibres des écosystèmes, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer quand on ne connaît pas du tout. Après, avec le temps, il y a plein de petites choses, voilà. Et même moi qui maintenant travaille vraiment sur ces projets depuis 10-15 ans au quotidien, sensibilité, elle date de l'enfance, mais vraiment qui en tout cas le professionnalise depuis 10-15 ans. J'ai l'impression d'avoir des surprises tous les jours et de me dire tiens, ça c'est peut-être le meilleur discours, parce qu'en fait un papillon c'est joli. Et donc on essaie de se baser sur des espèces cibles ou des espèces parapluies qu'on a envie de voir venir dans nos jardins. Donc un petit peu moins les moustiques, que même s'ils ont peut-être leur place dans l'écosystème aussi, on va plutôt raconter l'histoire d'un papillon et le cycle du papillon. Il n'y a pas très longtemps, ça m'est arrivé dans un jardin de voir des feuilles. Un client m'appelle et me dit « Oh là là, toutes mes plantes sont mangées par des chenilles ». Je fais « Mais en fait, c'est pas grave. On est début de printemps, laisse-nous quelques temps. Après, il va y avoir des cocons, il va y avoir des papillons. Si d'ici 1 ou 2 mois, on a encore une grosse pression sur les végétaux, on verra si on réfléchira à une intervention. C'est même pas on va intervenir, c'est on verra, on reprendra la discussion d'ici 1 ou 2 mois. Donc déjà, c'est de remettre un petit peu le contexte saisonnier du fonctionnement des différentes espèces et donc des ravageurs aussi. Et puis après, il y a la notion paysagère. On se dit, une prairie, ça peut faire sale. Oui, mais en fait, une prairie, c'est aussi plein d'accueil de la biodiversité. Donc demain, si moi j'aime bien avoir 2-3 photos où je dis regarde, tu vois, dans la prairie du jardin d'à côté, ce matin, j'ai vu ce super papillon. Si on tond l'herbe, j'aurai pas le papillon, j'aurai pas de fleurs qui arrivent à maturité. Donc j'aurai pas de papillon dans ma prairie. Et donc tout ce côté champêtre, il y a quand même une sensibilité, je pense, naturelle. L'homme vient de là, l'homme vient de la nature. La société nous déconnecte peut-être un petit peu, mais on a cette fibre, voilà. Je pense que tous, on arrive à trouver ce beau un petit peu dans la nature, et du coup c'est d'essayer d'aller jouer sur cette corde sensorielle, sensibilité, pour venir donner de l'intérêt en fait à complexifier notre approche paysagère. C'est vrai que du coup de faire des jardins écologiques, je vais être un peu caricatural, mais on va dire on prend le jardin un peu plus classique, on va avoir des pelouses tondues avec une fréquence de 10 à 15 tonnes par an, des haies qu'on va tailler tout droit et des massifs qu'on va venir ultra désherber et voire éventuellement tailler en boule, donc oublier le port naturel de la plante. Et donc on va dire demain c'est plus ça. Donc effectivement, mais c'est pas pour autant, et là on dit qu'on a déjà passé la cape de ok, on est d'accord, on y va sur le c'est plus ça. Mais par contre l'idée c'est de se dire on s'arrête pas là. Parce que si demain moi je fais le jardin qui est plus complexe dans son approche et dans sa gestion, et que je n'ai donné aucune bille d'entretien et de gestion, et d'un coup on se perd. Donc c'est souvent un peu ce que je me dis, c'est que si on veut faire du paysage écologique, pour moi j'ai plusieurs étapes que je diagnostique bien et que je détaille bien. C'est d'abord je vais faire mon diagnostic écologique, c'est-à-dire que je vais venir dans mon jardin avec mes idées, mes envies en tant que paysagiste, mais aussi avec celles de la personne que je rencontre, du client qui veut que son projet paysager se fasse un peu différemment. Et on va prendre tous les deux un peu de recul et on va dire mais en fait qu'est-ce qui se passe naturellement sur le site et aux abords du site. Donc ça va être un peu mon diagnostic écologique. Il n'est pas obligé d'être énorme, on n'est pas obligé de faire un truc de grand écologue ou de grand naturaliste, mais juste de voir qu'est-ce qu'on peut voir comme espèces caractéristiques, qu'est-ce qui se passe, quel oiseau vole autour de chez nous. Ça c'est la première étape de diagnostic.
partir du moment où on a la diagnostic, on peut faire une conception paysagère. C'est pareil, on peut faire des conceptions très chiadées avec des plans, voilà, mais ça peut être juste un petit croquis aussi à la main de se dire, bon bah là on met notre massif, qui va être plutôt par contre un massif de plantes plutôt indigènes, plutôt qu'un massif de plantes exotiques. Là, il y a une grande partie de pelouse, et ben on va prendre la moitié, on va la mettre en prairie. Et donc ça, c'est notre conception paysagère. Une fois qu'on a la conception, on fait la réalisation. Ça, c'est exactement presque pareil qu'avant, c'est juste qu'on va pouvoir peut-être changer la palette végétale. Et après, effectivement, on rentre en exploitation. Et en exploitation, à partir du moment où je fais de la gestion écologique, j'aime bien rajouter une petite chose en plus qui va être le suivi écologique. J'aime bien, si c'est possible et que le client a envie de me suivre, me dire bon, on a changé l'orientation, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes d'accord pour que derrière on fasse un petit suivi, mais peut-être un peu succinct. Tous les 2 ans, on vient et on voit si on a observé des nichées d'oiseaux, si on prend peut-être juste 2-3 espèces cibles. Et après, il y a notre gestion écologique, la gestion qu'on a au quotidien de notre jardin, et donc de définir de manière plus ou moins élaborée un plan de gestion écologique. Et ça, je pense que c'est important parce que si je me place en position de concepteur et que c'est moi qui ai tout conçu et que je donne la main en exploite, et ben du coup, ça lui permet de guider l'exploitation derrière. Et si à l'inverse, je fais tout de A à Z, du coup, moi c'est pareil, hein, ça me permet à un moment d'être bête et méchant et de ne pas réfléchir et de me dire attends, qu'est-ce que j'avais mis dans le plan de gestion? Ah oui, c'est bien. On pourra le rechallenger et le rediscuter, mais en tout cas de suivre ma ligne de route. Et pareil, si c'est un client qui se dit moi, une fois que tu me livres le projet, je veux prendre en main l'entretien parce que ça me plaît, ça me détend d'être dans mon jardin et de m'en occuper, et du coup, il a ce petit guide. J'aime bien me dire que mon jardin, quand je le conçois en écologique, c'est un jardin paysager écologique est composé de différentes typologies d'espaces paysagers écologiques. Et du coup, ça va être justement mes prairies, mes haies, mes massifs, et pour chacun, des grandes lignes d'entretien. À quel moment on va tailler nos haies pour permettre la nidification des oiseaux? À quel moment on va faucher notre prairie pour permettre que les fleurs se transforment en graines et que du coup, derrière, j'ai un entretien naturel de ma prairie. Et toutes ces méthodes culturales, indirectement, à partir du moment, pour le sol, la base que je dis souvent, c'est un sol, il doit être végétalisé ou paillé, mais en tout cas il doit être couvert, il ne doit pas être à nu. Mais à partir du moment où on a ce prérequis-là sur le sol, un sol jamais à nu, et toutes nos techniques de gestion sur l'extérieur en écologique et qu'on respecte les cycles de ce qu'on voit, et indirectement, tout ce qui se passe dans le sol rentre dans notre écosystème et du coup bénéficie de ce qu'on va faire en surface. Bonjour, donc je suis Camille Proton, coordinatrice mobilisation citoyenne chez Arthropologia. Donc Arthropologia est une association qui milite pour la protection de la biodiversité et en particulier avec une spécificité sur les insectes pollinisateurs sauvages. Donc on accompagne les professionnels, le grand public pour une meilleure gestion, une meilleure des pratiques plus favorable à la biodiversité. Arthropologia a développé, avec l'Office français de la biodiversité, un diagnostic pollinisation. C'est un outil qu'on a créé pour les professionnels des espaces verts et qui va leur permettre, sans avoir une connaissance naturaliste spécifique des pollinisateurs, de voir, de diagnostiquer quels sont les besoins des pollinisateurs et comment on peut y répondre au jardin. Montrer aussi à leurs clients comment leur jardin peut être favorable à la biodiversité, comment ils peuvent vraiment agir au jardin pour la biodiversité, parce que souvent, malheureusement, les gens pensent que leur jardin, c'est un petit îlot, qu'il y a des parcs naturels en France, qu'il n'y a pas forcément besoin d'agir au jardin. Et justement, cet outil permet vraiment, avec des exemples assez concrets, de montrer que les actions qu'on mène au jardin ont un impact sur la biodiversité. Donc, le diagnostic il se présente comme un questionnaire. Il y a 4 grands items qui vont être abordés. Donc l'alimentation, les ressources alimentaires qui sont disponibles au jardin. Donc sur des simples questions d'observation, on va regarder le jardin, on va voir quelles sont les différentes strates de végétation qui sont présentes, en fonction des saisons également. Est-ce qu'on a des espèces indigènes ou plutôt des espèces horticoles, exotiques, etc. Donc ça, c'est la partie alimentation. Ensuite, on va regarder les lieux de nidification, pour des lieux qui sont importants pour que les insectes puissent accomplir leur cycle de vie. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est la mosaïque d'habitat qui peut être présente dans un jardin.
et qu'on peut peut-être éventuellement venir améliorer grâce à un tas de bois morts, un tas de pierres, une mare ou d'autres types d'habitats qu'on va diversifier pour diversifier également donc les populations d'insectes qui vont équilibrer le milieu. On a un troisième critère qui va concerner les menaces potentielles qui peuvent exister dans le jardin. Alors les pesticides, on en voit de moins en moins dans les jardins, en tout cas heureusement, mais on va par exemple aborder des questions comme la pollution lumineuse ou l'entretien également du jardin, les fréquences de fauche, ce genre de choses, donc qui sont évidemment des menaces potentielles pour les pollinisateurs sauvages. Et enfin, le dernier levier, il va concerner en fait la communication, justement la façon dont on va pouvoir auprès de ses clients, de ses partenaires, valoriser toutes ces mesures et s'appuyer sur elles pour déployer en fait des pratiques plus vertueuses et surtout les faire comprendre au public, leur donner du sens pour montrer à quoi elles servent. C'est non seulement un outil de diagnostic, mais c'est aussi un outil qui va proposer des mesures pratiques à mettre en place assez facilement. Et on va même pouvoir, avec l'outil, mesurer en fait l'impact de ces mesures sur la biodiversité et montrer comment vraiment on peut avoir une amélioration. Et ça, donc, c'est vraiment c'est un outil. On a des retours de paysagistes, de professionnels des espaces verts qui l'utilisent au quotidien et pour qui c'est un vrai levier, qui s'en servent également en formation parfois. Donc c'est un outil qui est vraiment très concret et facile à prendre en main par tout un chacun. Donc moi je suis Christophe Jarry, je suis chargé de mission biodiversité au sein du groupe Sympholia. Donc imaginez une pépinière qui embauche un chargé de mission biodiversité, c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que, en fait, l'objectif c'est de savoir dans nos cycles de production où on est de la biodiversité à chaque fois qu'on commence à produire une plante. Parce que le but, c'est effectivement, on travaille avec du vivant, une plante ça reste un être vivant. Et nous, on veut lutter au maximum contre les intrants chimiques et notamment tout ce qui sera pesticide, tout ce qui sera icide, tous les produits phytosanitaires. Donc le but, c'est est-ce que des plantes peuvent nous rendre ce service-là ? Sympholia, c'est un groupe de pépiniéristes répartis sur toute la France et chaque pépinière, on est à peu près dans toutes réparties dans la France et on a chaque pépinière une spécialité. Donc là, on a apporté un petit peu notre savoir-faire et notamment notre palette végétale qui aujourd'hui s'oriente sur l'utilisation des végétaux par rapport à ce que ça puisse rendre des services écosystémiques. Donc à partir de là, effectivement, avec Sympholia, on m'a laissé un terrain de jeu de 8 hectares en disant, tes idées, on veut les voir en pratique. Et on a commencé à travailler sur des plantes qu'on appelle les plantes biofaitrices. Comment une plante va pouvoir nous rendre des services écosystémiques. Et donc on a classé 2 catégories de plantes. Des plantes qui vont lutter contre les bioagresseurs. Allez, communément, toujours le puceron, c'est celui qui peut éventuellement, les psylles, les pucerons. Comment on va pouvoir faire pas forcément disparaître ces bioagresseurs, mais comment on va pouvoir faire ce qu'on appelle baisser la pression phytosanitaire au niveau de nos plantes. Et puis parallèlement, on a travaillé sur des plantes qui vont attirer nos auxiliaires naturels. Est-ce qu'il y a vraiment des plantes qui peuvent attirer les auxiliaires naturels? Je parle d'auxiliaires naturels parce qu'initialement, on était sur la protection biologique intégrée. Ça veut dire qu'on achetait des insectes qu'on relâchait pour nous limiter les populations de bioagresseurs. Jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'on achetait effectivement, ne serait-ce que simplement des coccinelles asiatiques, tant qu'elles étaient dans un environnement à peu près clos, tel que des serres ou des espaces un peu fermés, ça allait bien. Mais aujourd'hui, la coccinelle asiatique, on la retrouve partout. Et son repas favori, c'est notre coccinelle à 7 points. Donc ça veut dire qu'une espèce asiatique que nous avons introduit pour limiter nos bioagresseurs devient un insecte polyphage qui va manger nos auxiliaires naturels. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on va faire rentrer des auxiliaires naturels au sein de nos pépinières. Donc en fait, nous, on avait fini par trouver le côté plantes, ce qu'on appelle les plantes biofaitrices, celles qui vont leur permettre de se nourrir. Donc ils nous font des plantes qui ont du nectar, des plantes qui ont du pollen. Le nectar, c'est ce qui va apporter l'énergie à un insecte, et le pollen, c'est ce qui va lui permettre de se reproduire. Mais s'il manque l'un des deux, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier que dans les espèces vivantes, animales ou végétales, en fait, elles ne vivent que toujours pour 2 choses, se nourrir et se reproduire. Les animaux et les plantes, il n'y a que 2 choses, se nourrir et se reproduire. Donc se nourrir du nectar, se reproduire
du pollen. Alors on s'est aperçu, on avait mis ça en place, ça fonctionnait bien. Effectivement, on a fait revenir des populations d'auxiliaires naturels sans avoir besoin d'utiliser des produits chimiques, des produits phytosanitaires, et sans avoir surtout besoin d'acheter des insectes que j'appelle toujours de culture. Donc on a commencé à travailler ça, puis en fait on s'est aperçu qu'on avait du mal à maintenir les populations en permanence. Et on a fait comme tout le monde, on a travaillé avec des hôtels à insectes, ce que j'appelle, qu'on trouvait dans le commerce, génériques, où on mélangeait tous les types d'insectes. Et on s'est simplement aperçu que en fait, c'est comme nous dans un immeuble, hein. On a du mal parfois à s'entendre avec son voisin. Et pour les insectes, c'est la même chose. Ils ont énormément de mal à s'entendre ensemble. Ils ne vivent pas au même rythme. On va avoir des pince-oreilles, des forfécules qui vont plus avoir tendance à vivre la nuit. Et puis les abeilles solitaires qui, elles, vont vivre un petit peu plus le jour. Donc en fait, il y en a qui finissaient par bouffer les autres. Et on finissait par retrouver dans les hôtels à insectes, on mélangeait tout le monde, qu'une seule espèce, éventuellement des forfécules et des araignées qui ne sont pas des insectes en soi, puisqu'ils ont 4 paires de pattes. Donc en fait, on s'est posé la question, comment on va pouvoir garder les insectes? Et de là, on s'est dit, on va créer des hôtels à insectes spécifiques. En fait, c'est le bed and breakfast qu'on a créé. Le breakfast, c'était les plantes biofétrices, et le bed, c'était le logement qu'on a pu créer. Et donc ce mur que vous avez ici, en fait, c'est typiquement un mur qu'on utilise dans les pépinières, qui est un mur qui va nous permettre de récupérer ce qu'on appelle les abeilles solitaires. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a à peu près 1000 espèces d'abeilles. La majeure partie sont des abeilles solitaires. On n'a qu'une abeille qui va nous faire du miel, qui va être une abeille à ruche, mais toutes les autres, elles vivent seules. Elles se multiplient, elles vivent seules, et elles ont besoin d'îlots seuls. Donc c'est pas la peine de les mélanger avec les autres. Vous voyez, par exemple, on développe cet hôtel à insectes. En fait, c'est un hôtel à insectes, notamment à abeilles solitaires. Alors vous savez, d'habitude, on voit ces hôtels à insectes où on fait plein de trous partout. Dans le terme abeilles solitaires, ce sont des abeilles qui vivent seules. Pourquoi chercher à leur faire des HLM? Donc aujourd'hui, en fait, on fait simplement 10 trous dans un bloc d'Espicea non traité, et ça nous permet d'avoir des abeilles solitaires. Alors qu'initialement, on faisait un immeuble. Elles n'aiment pas vivre les unes à côté des autres. Donc c'est tout l'intérêt. Vous voyez, c'est vraiment une autre façon. Et ça, c'est à la portée de n'importe quel salarié de le fabriquer. Et ce qui nous importe, c'est qu'on a pris ces 9 insectes qui nous parlent, et surtout on fait des formations auprès de nos salariés, c'est ça qui est intéressant, la transmission de ce savoir. Et ce qu'on essaye aux salariés, c'est eux qui doivent identifier les insectes. Alors identifier, on a pris des insectes les plus parlants pour eux, mais on sait qu'on a des insectes, les 4, la coccinelle à 2 points, le cirfe, l'osmie, la mégachile, sont ces 4 insectes qu'on a définis comme étant des ambassadeurs de la biodiversité. Et si on a ces 9 insectes, on est tout à fait capable de gérer les bioagresseurs au sein d'une pépinière de 8 hectares comme on le fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces techniques-là, on va les étaler sur l'ensemble des 6 pépinières. Donc on se sert de la pépinière du plateau de Versailles comme échantillon, comme essai, et après on transmet ce savoir-faire sur les autres pépinières. Et là on est gagnant. Et aujourd'hui, on a créé 9 habitats spécifiques pour 9 insectes spécifiques. Donc on va travailler avec le cirfe, la mégachile, l'osmie, l'abeille à miel dont on a besoin, le forfécule pince-oreille, la coccinelle. Dans la mesure des possibles, on va rechercher spécifiquement la coccinelle à 2 points, tout simplement parce que la coccinelle à 2 points est un indicateur d'une bonne biodiversité. On va utiliser la punaise Orius, qui est une punaise initialement qui était dans le sud, qui a tendance à monter avec les excès de chaleur. On va utiliser le cirfe et je crois qu'on est arrivé au 9. Donc 9 insectes, 9 habitats pour ces 9 insectes. On a 9 habitats spécifiques dans la pépinière. Et contrairement à ce qu'on peut voir, vous voyez, quand on voit partout, on voit des hôtels insectes, y compris dans les collectivités, l'hôtel insecte il est fixe. Nous, on va utiliser les hôtels insectes, mais on les rend mobiles. C'est-à-dire que quand on va gérer, quand on va observer une pression d'un bioagresseur, par exemple, on va prendre le cas typique du puceron qui va commencer à envahir l'espace des rosiers, on sait qu'on a un hôtel à insectes dans lequel on a de la coccinelle, on va prendre l'hôtel à insectes et on va le mettre là où il y a la colonie de pucerons. Vous voyez, donc on travaille complètement différemment. Ce n'est plus des hôtels à insectes fixes, ils sont mobiles. Les plantes biofétrices, vous les avez dans des potées. On les cultive dans des potées tout simplement parce qu'elles sont aussi mobiles dans la pépinière. On peut les déplacer en fonction de là où on a une pression. Et là, subitement, on travaille complètement différemment. On travaille la biodiversité d'une façon complètement différente. Voilà à peu près la technique que l'on emploie. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller plus loin parce qu'on sait qu'on a des problèmes de sol, notamment dans les pépinières.
On sait que 2030, 2035, on ne va plus avoir le droit d'utiliser la tourbe. Donc aujourd'hui, on a déjà fait des essais avec des terreaux sans tourbe. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même des problèmes parce qu'on est obligé de consommer énormément d'engrais. Donc aujourd'hui, on développe des engrais et puis beaucoup plus d'eau, parce que la tourbe avait cette faculté de retenir l'eau. Et aujourd'hui, on va travailler avec ce qu'on appelle des technosols, des sols artificiels. Donc comment, avec des sols qui sont prélevés à 60 cm de profondeur, il n'y a pas de vie dedans, il n'y a plus rien, et comment nous, on va être capable de les remettre en vie. On va les remettre en vie avec des techniques. On récupère de la terre, issue de chantiers de construction. On va réensemencer avec des plantes biofaitrices qui vont assurer les fonctions utiles pour nos insectes. On va cultiver tout ça, on va réenfouir nos plantes biofaitrices, parce qu'on sait très bien que on a des nodosités avec toutes les facultés qu'elles ont de capter de l'azote. Et en fait, on va réutiliser ces substrats qui étaient des sols initialement sans vie, pas morts, mais sans vie. Et en fait, on devient une pépinière vivante et non plus une pépinière de production. Et là, vous voyez, vous êtes dans un jardin. En fait, on peut dire que c'est un jardin vert. Non, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir un jardin qui soit vivant. Demain, ce qu'on défend, ce n'est pas une ville verte. Bien sûr que c'est bien de verdir. Aujourd'hui, c'est la mode, on cherche à verdir. Mais demain, ce qu'on veut, c'est qu'une ville soit vivante. Et pour qu'elle soit vivante, il nous faut des insectes, il nous faut des plantes qui ne soient pas des plantes stériles. Parce que c'est vrai qu'initialement, nous, on cultivait des plantes stériles. Je vous donne un exemple, vous n'avez jamais une abeille sur un géranium, il est stérile. Les fleurs, il n'y a pas de nectar, pas de pollen. Donc ça veut dire que les insectes ne viendront visiter à aucun moment ces plantes-là. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser des végétaux qui soient compatibles avec la nature. Et c'est tout le travail que l'on développe au sein du groupe Sympholia. Et ça change vraiment. On vend une plante, c'est vivant, mais quelque part, nous, on assure le fait qu'elle soit vraiment vivante. Et c'est ça qui nous intéresse de travailler. On travaille pour demain. Et j'ai toujours tendance à dire, la vie cultive la vie. Mais si nous, on n'est pas acteurs de cette vie-là, on ne sera pas architecte du vivant demain. Alors chez Gali, effectivement, le paysage gourmand, le paysage nourricier, le paysage qui nourrit l'esprit mais aussi le corps, pour nous c'est vraiment une notion clé parce que ça amène de l'usage, ça amène le vivre ensemble, ça amène la pédagogie et l'animation. Donc chez nous, effectivement on le pense à la genèse en conception, en réalisation bien évidemment on sait faire, et ensuite en gestion on a nos équipes d'entretien qui peuvent être amenées à intervenir. Il y a parfois aussi dans les îlots bâtis des syndicats de copropriété qui peuvent réunir des habitants, ça crée aussi du lien et ça aussi ça nous est très important. Il peut y avoir une gestion donc en propre et aussi on mène beaucoup d'animations au sein du bureau d'études et plus largement aussi au sein des fermes de Gali, du monde de Gali, des jardins de Gali. On anime aussi et on apprend, on transmet en fait ces valeurs et aussi ces méthodes et voilà d'entretien, on forme. Très vite intéressé par la permaculture. Je vous le dis, j'étais très vite inspiré, je me suis beaucoup documenté pour apprendre la permaculture. Et alors, c'est pas du tout du chauvinisme ou quelque chose d'individualiste. J'ai fait le festival international des ortillonnages d'Amiens. Ça m'a beaucoup inspiré aussi, parce que ce site-là, c'est un peu le marais Poitevin du Nord. Et il mise vraiment, donc c'est au sein de marécages, il y a des îlots, un peu des buttes qui sont toujours ramenés, la terre est ramenée, etc. Et c'est un peu des méthodes ancestrales, en tous les cas, qui ont toujours existé. Et ça a été vraiment fondateur pour moi de candidater à ce festival, d'être lauréat très bien, mais d'installer, et c'est cette année qu'il a été démonté, donc il a été pérenne, on va dire, pendant 5-6 ans. Ça a été un démonstrateur, ce jardin, de fonctionner vraiment sur le principe de la permaculture, d'offrir un théâtre de verdure qui nourrit le corps et l'esprit. Et ne serait-ce que ce site naturel-là, des ortillonnages d'Amiens, pour moi, était très inspirant. D'un point de vue esthétique, art contemporain, expression du paysage, mais aussi pour le côté nourricier et le côté vraiment agro, c'est vraiment un réel intérêt. Je suis Jérémy Cabanès, je suis responsable d'agence d'une agence Terre Idéale à Toulouse.
Je conçois des jardins pour mes clients privés. Ils font appel à nous et puis moi je peux les accompagner sur de la conception, la création de palettes végétales et ensuite c'est le pilotage des travaux. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir en fait quelles sont les contraintes en ville déjà, parce qu'on ne peut pas creuser n'importe où, on ne peut pas faire n'importe quoi. Cependant, il y a des espaces qu'on peut désimperméabiliser pour apporter de la verticalité, changer les méthodes de plantation des arbres comme on a pu le faire à l'époque où ils n'avaient pas assez de terre, etc. Et du coup, ils ne se développaient pas. Maintenant, c'est de savoir travailler intelligemment, ne pas chercher à mettre de trop gros arbres dans des petits espaces, mais plutôt jouer sur, par exemple, des grimpantes, notamment du lierre aussi, qui est une plante mellifère, qui apporte aussi de la biodiversité en ville. L'avantage avec le travail des grimpantes, typiquement, c'est que ça prend pas énormément de place. Après, il faut que ce soit maîtrisé parce qu'il faut rappeler qu'on est en ville et qu'il ne faut pas que ça fasse un aspect délabré non plus. Oui, c'est souvent la demande des clients aussi. Typiquement, on travaille avec le CNES à Toulouse où ils ont un verger et qui nous ont demandé de retravailler pour leurs salariés. Et donc nous, l'intérêt pour nous, c'était de leur apporter aussi des solutions comestibles pour que ça fasse un lien social entre les salariés, un lieu de rencontre, etc. Donc on est capable de les accompagner vers ce genre de projet aussi. Ouais. Il y a deux freins, c'est le sol en amont, savoir sur quel type de sol on va rencontrer, comment le travailler ou pas, ou comment l'enrichir sans forcément tout retourner, parce que maintenant on n'est plus là-dedans. Et l'autre chose, c'est l'entretien typiquement, parce qu'en gros, les salariés, eux, ce qu'ils aiment, c'est juste venir récolter les fruits. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a tout l'entretien. Et donc nous, on est là pour les accompagner et soit leur donner soit les impliquer avec nous dans le projet pour que ce soit participatif pour eux et qu'ils puissent y voir leur intérêt aussi. Soit faire nous-mêmes l'entretien, en fait. Alors à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait la terre et on venait rapporter de la terre végétale. Sauf qu'avec cette méthode-là, effectivement, ça veut dire qu'on envoie des camions, on fait revenir d'autres camions, il y a un impact carbone qui est monstrueux et dont on pourrait se passer. L'idée, c'est de juste analyser notre sol, savoir de quoi il est constitué, comment, et l'enrichir sur place, en fait, tout simplement. Souvent, donc avec tout ce qui est amendement organique et avec de la mycorhize par exemple aussi. Le but c'est de créer un sol vivant parce qu'on sait très bien que plus le sol est vivant, plus il est bénéfique pour les végétaux qui s'y trouvent et il ne faut pas oublier qu'en fait le vivant ça commence aussi par le sol, quoi. Alors nous, ouais, on peut avoir tendance à se heurter à ce frein parce que effectivement, ils se trouvent ça beau, les pommiers, ils en ont envie, sauf qu'en fait, effectivement, ils veulent pas avoir les contraintes. Ils veulent voir les pommes dans les arbres, dans leurs mains, mais pas par terre. Globalement, nous, ce qu'on fait, c'est surtout qu'on réoriente la plantation. En fait, on n'a pas forcément de besoin de pommiers sur Enfin, nous, on n'a pas la demande, en tout cas, de pommiers sur des parkings. Donc on travaille avec le client et après on le sensibilise aussi si c'est vraiment le cas et qu'il y a un réel intérêt de mettre un pommier à cet endroit-là parce que c'est la demande. Nous en fait on leur dit que les pommes peut-être qu'elles n'auront pas le temps d'être par terre et si elles y sont c'est pas grave, quoi, en fait. Voilà. Il faut accepter aussi que tout ne doit pas être nickel tout le temps et qu'en fait on ne peut plus être dans un milieu urbain aseptisé où en fait il n'y a rien qui traîne au sol, enfin voilà, le vivant il est partout, quoi. Voilà. Moi je partirais de mon expérience à moi. J'ai commencé à m'intéresser au paysage par le travail du sol en fait. Ce qui m'a intéressé c'est comment on travaille un sol, qu'est-ce qu'il faut apporter pour que les plantes poussent bien parce que voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est la base du métier. On peut planter tout ce qu'on veut, si c'est pas dans les bonnes conditions, si c'est pas au bon emplacement, si c'est pas, avec les bons nutriments, les aménagements n'ont pas d'intérêt à terme, quoi. Le but, quand on fait ce métier, c'est
à la fois de faire quelque chose de joli dont on est fier sur place, sur le moment, mais après, l'intérêt premier, il est de le voir évoluer aussi, et de voir ce que ça va devenir dans les années à venir, etc. On ne plante pas pour 5 ans en général, on plante pour des décennies. Donc l'intérêt, il est avant tout sur le sol pour moi. Donc s'intéresser au sol, à l'agro, en cours de BTS, etc. Il y a des cours d'agro. C'est peut-être un peu lourd des fois, mais c'est la base du métier. Et puis du coup ici on se retrouve sur le stand Mulgo qui est présent sur le salon Jardin et on essaye du coup de retrouver sur un tout petit espace l'ensemble de ces typologies là, un peu plus succinctes. Avec ici notre potager, donc le potager où on est en association de culture, on est sur des plantes qui sont acclimatées. Le potager, il y a quand même beaucoup de plantes qui à la base sont originaires, la tomate, la pomme de terre, voilà, c'est des plantes qui viennent plutôt d'Amérique latine mais qui aujourd'hui ont trouvé leur place dans l'écosystème. Dans nos écosystèmes. Voilà, donc c'est pas de l'indigénat pur et dur, mais il y a sa place. Donc c'est presque le plus exotique finalement dans cet espace, c'est presque le potager. Mais au final, on arrive quand même à en faire quelque chose qui est complètement acclimaté et dans le plein respect du sol. De toute façon, si j'ai pas de fertilité au niveau de mon sol, je récolterai pas de tomates. Au bout de 3 ans, j'en aurai plus. Donc moi, c'est vraiment important de venir chercher cette pérennité. Derrière, on a la haie pour venir vraiment avoir une diversité et naturellement de la nourriture pour les pollinisateurs et puis justement une zone un peu plus tranquille d'abri. Et je sais que ce que j'aime bien, c'est d'avoir par exemple toujours une petite structure un peu vivace pendant l'hiver pour que mes petites coccinelles, quand mon potager par exemple il est à nu pendant l'hiver parce que j'ai que des annuelles, et mes coccinelles, il faut bien qu'elles aillent se cacher quelque part. Donc elles seront très bien dans le petit bois au pied de mes arbres et de mon petit bosquet. Derrière, c'est aussi des plantes qui peuvent être des plantes médicinales. Donc nous aussi, on peut venir cueillir des fleurs de tilleul, on peut venir cueillir des fleurs d'aubépine, on peut aussi faire des choses avec ces haies-là. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une haie diversifiée que d'être sur une haie de monoculture juste qui fait écran. Dans ce cas, si c'est pour faire écran, il y a d'autres manières de faire écran, peut-être que voilà, des haies de monoculture. Et voilà, et puis après du coup le composteur qui est là aussi ici pour illustrer cette circularité et du coup revenir au sol et de se dire que voilà, tout ça à un moment ça va pousser. Moi mon jardin il n'est pas illimité, on voit bien, si à un moment mes haies poussent, ici j'aurai plus de place. Donc il va falloir que je taille un petit peu. Tout ce que je taille, je le débite en petits morceaux. C'est vrai qu'on dit souvent que quand on fait du compost, on a la manie du petit bout, mais c'est un peu cette idée-là, c'est en coupant en petits bouts, on va bien équilibrer notre matière organique et la matière humide et la matière sèche ou la matière carbonée, la matière azotée, c'est des concepts dans le compost qui sont importants. En tout cas d'avoir un équilibre entre le vert et le brun, entre l'humide et le sec. Et donc du coup en coupant en petits bouts, j'ai cette homogénéité là et puis du coup au bout de quelques mois, hop, on retourne ici et puis le cycle est reparti, on regarde la fertilité de notre sol. Quand je remets du compost, je ramène aussi un peu plus de vers de terre dans ma parcelle et du coup mes plantes sont contents, le paysage me nourrit, je suis content aussi et le sol est content aussi. Et donc là, typiquement, on est sur un jardin de 4x4. C'est le salon qui a donné cette consigne-là. Il nous demandait de montrer ce qu'on est capable de faire avec nos convictions agroécologiques sur du 4 mètres par 4 mètres. Ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de montrer chez Vers de Terre Production parce qu'on a essayé d'être le plus démonstratif possible pour avoir beaucoup d'éléments sur lesquels nous appuyer pour expliquer nos concepts. Et donc là, typiquement, vous pouvez voir le broyat au sol. Et donc là, on vient expliquer tout ce qui est non-travail du sol, nutrition carbonée du sol. Je vous invite à aller regarder nos nombreuses vidéos YouTube si vous questionnez sur le sujet. En insistant sur le fait qu'on veut assurer la santé du sol pour avoir la santé des plantes. Ensuite, le deuxième concept qu'on vient expliquer ici, c'est qu'on essaye d'optimiser au maximum la captation du soleil avec des productions multi-étagées. Donc on retrouve nos concepts du verger maraîcher, mais là raccourcis sur un tout petit espace avec les betteraves, la tomate et l'arbre. On a un autre stand où on vient aussi montrer la place des lianes au pied des arbres avec un aspect productif, donc raisin de table et kiwi. Et donc là, nos punchlines que vous connaissez bien, c'est en matière de production, on cultive le soleil pour récolter la pluie et donc on essaie de mettre des panneaux solaires partout pour venir injecter des éléments nutritifs dans le sol et activer la vie du sol et produire encore plus de biomasse. Donc on parle de ça, on parle aussi des plantes compagnes.
Donc on a posé des cosmos à droite à gauche pour venir montrer les bénéfices qu'il peut y avoir sur l'hôte des coccinelles et des larves de coccinelles pour manger les pucerons. On parle aussi de l'occupation de l'espace dans le temps, donc avec des plantes pérennes. Là, il y a du thym derrière moi, des plantes semi-pérennes, il y a du fraisier et des plantes annuelles. Et on parle de l'occupation de l'espace en culture croisée. Donc il y a eu des démonstrations de oignons au pied des tomates, par exemple. Et dernier concept qu'on aborde, ça va être le fait d'inclure le végétal vivant au pied des plantes. Alors ça, on en parle dans une des parcelles avec beaucoup de précautions sur ceux qui nous disent qu'ils ne peuvent pas, en petit jardin, utiliser de paillage parce qu'ils ne peuvent pas être livrés, parce que ça coûte trop cher, et qui veulent réussir à avoir une nutrition de leur sol autrement. Donc là, on vient aborder les questions des couverts végétaux en interculture et on propose à ceux qui le souhaitent d'essayer les questions de culture sur couvert permanent, en précisant bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de process abouti, mais qu'il y a des tests qui se font actuellement. Je vous invite à aller regarder les vidéos qu'on a à ce sujet-là sur la chaîne, en mettant du trèfle nain au pied des cultures ou autre. Voilà un peu pour ce stand très diversifié du coup, qui n'est pas représentatif d'une parcelle telle qu'on pourrait la voir, mais qui permet d'aborder beaucoup de notions liées au maraîchage sur sol vivant.